C'est le 5 mai 1931, un an après la célébration du centenaire de la conquête de l'Algérie, que l'Association des oulémas musulmans algériens a été créée. La plupart de ses fondateurs appartiennent à un courant de pensée, el-Islah, la réforme en arabe, inspirée par le mouvement de la Renaissance, la Nahda, né à la fin du 19e siècle. La figure de proue de cette association est le théologien et intellectuel Cheikh Abdelhamid Ben Badis, né à Constantine en 1889 et mort en 1940. Je considère que Abdelhamid Ben Badis est la figure peut-être la plus emblématique de l'Algérie du XXe siècle. Premièrement, sur le plan doctrinal, il a consacré une vingtaine d'années à l'exégèse coranique et le peu qui a été publié laisse entrevoir que cette exégèse de Ben Badis n'a rien à envier à celle de ses devanciers de quelques décennies, qu'il s'agisse du Syrien Jamal al-Din al-Qasimi, qu'il s'agisse de l'Égyptien Mohamed Abdou, qu'il s'agisse de l'Indien Sadiq Hassan Khan, qu'il s'agisse du Tunisien Tahar Ben Achour. Sur le plan doctrinal, Ben Badis est un grand exégète. Mais il n'a pas que cela, contrairement aux autres. Pendant une vingtaine d'années, il a formé des enseignants. Et ce sont les élèves, les disciples de Ben Badis qu'il a formés à Constantine qui vont constituer l'ossature de ces 150 écoles primaires. Le corps enseignant a été formé par les disciples de Ben Badis. Troisième facette, il a initié le journalisme politique en langue arabe. Il a créé Jaridat al-Muntaqid dans les années 20. Et après la revue Shihab, il a lancé des hebdomadaires qui étaient suspendus par l'administration coloniale. Al-Sunna, Al-Sharia, Al-Sirat, qui a été remplacé par Al-Basair, qui a duré 2 ou 3 ans du vivant de Ben Badis et qui a été reprise par Bachir Ibrahimi en 1947 pour durer une dizaine d'années. Donc le journalisme de combat, les ulama nous ont appris donc l'esprit de résistance, ils ont défini l'identité algérienne. C'est Ben Badis qui a répondu au fameux ouvrage « La France et moi ». Il a répondu par un article cinglant, remarquable, où il disait « L'Algérie n'a jamais été la France, n'est pas la France et ne sera jamais la France ». Les objectifs de l'association des oulémas sont multiples. Préserver l'identité arabo-musulmane de l'Algérie, enseigner la langue arabe et lutter contre l'obscurantisme et les superstitions, en s'appuyant sur une interprétation moderne et novatrice des sources religieuses. L'administration coloniale va en fin de compte accuser l'association des ulama musulmans algériens d'être rattachée au wahhabisme, d'être des salafistes. La notion de salafisme, à mon sens, demande dans ce cas-là à être précisée. C'est salaf salih. C'est la religion telle qu'elle a été pratiquée par le prophète, en faisant valoir, si vous voulez, les aspects positifs, les aspects dynamiques de cette religion, et pas les aspects régressifs. Et salafiste, celui qui appartient à la source de l'islam, au livre saint, à la sunna et aux grands savants des musulmans. Voilà le salafiste. Et le salaf, c'est les précédents. Donc être fidèle aux précédents, c'est être salafiste. Mais aujourd'hui, le salafisme a pris une autre signification, une autre dimension. Tout est interdit et le toléré est l'exception, alors que c'est le contraire. Tout est autorisé, l'exception, c'est l'interdit. Les ulama étaient plus avancés qu'aujourd'hui, plus avancés que certains prédicateurs d'aujourd'hui qui appartiennent à la religion musulmane. Or, l'association des ulama avait comme souci majeur
de libérer justement l'islam de ce genre d'extrémisme et de fanatisme. C'est pourquoi il faut reconnaître que l'islam prêché par l'association de ulama est un islam qui concilie l'authenticité et la modernité dans ses aspects les plus utiles à l'homme et à l'humanité. La plupart des fondateurs avaient l'aspect de l'imama. Ils dirigeaient la prière, ils donnaient des fatwas, ils prêchaient le vendredi et chaque jour dans les mosquées, tout en étant enseignants à l'école ou à l'institut ou ailleurs pour justement avoir pris en charge toutes les couches de la société dans tous ces domaines. L'éducation fut le cheval de bataille de l'association des oulémas et le principal outil contre le risque d'acculturation, et ce, en vertu du principe de Cher Ben Badis. J'éduque, donc je lutte contre la colonisation. Dès le début de sa création, l'association ouvre à travers tout le pays des médersas, ces écoles libres destinées à l'apprentissage de la langue arabe et du Coran, qui dispensent également des cours d'histoire et de civilisation. Des écoles où la mixité est appliquée, une véritable révolution en Algérie à cette époque. Rares étaient ceux en Algérie de mon âge qui savaient lire une phrase en arabe. Nous partions à l'école primaire, l'école communale, et en même temps nous étions élèves dans les écoles libres de l'association des oulémas. On se levait pratiquement à 5h30 du matin. Nous avions un cartable spécial pour la médersa, pour l'école libre, et un autre cartable, bien sûr, pour l'école primaire. Tout simplement parce que l'instituteur ne voulait pas à ce qu'on aille à l'école libre pour apprendre la langue arabe. À la fin de la journée, à partir de 5 heures, dès qu'on termine l'école dite laïque, on allait vers l'école qui était l'école des oulémas pour qu'ils nous enseignent pas nécessairement un programme religieux, mais la littérature arabe, l'histoire, la grammaire, etc. Et donc, ça nous a permis d'apprendre tout à la fois la langue arabe, la culture arabe, mais en même temps aussi les programmes d'enseignement qui nous étaient dispensés à l'école française. Grâce à l'action de l'association des oulémas, les médersas, écoles libres, et les nadis, cercles culturels, essaiment dans toute l'Algérie. Et certains deviennent de véritables centres de rayonnement pédagogique, comme Dar al-Hadis, qui va se transformer en espace pluridisciplinaire, emblématique de l'activité éducative et culturelle de la ville de Tlemcen. Ça, c'est l'inauguration de Dar al-Hadith en septembre 1937. L'emplacement de Dar al-Hadith est en soi important. Il se situe dans une rue qui s'appelle Pomaria. D'un côté, nous avons la citadelle culturelle coloniale représentée par le collège de Slan. À ses côtés, qu'est-ce que nous allons retrouver? À ses côtés, nous allons retrouver ça. Nous allons retrouver Dar al-Hadith. Ceux qui sont arrivés à apprendre l'arabe, c'était dans les écoles coraniques. Or, dans l'école coranique, c'est essentiellement la mémorisation. On arrivait ou on n'arrivait pas à écrire quelques mots en arabe. Mais là, dans le hadith, c'était l'enseignement pédagogique moderne. Dans le hadith, elle est construite de telle façon qu'elle accomplisse plusieurs fonctions, à la fois d'éducation, d'enseignement, également au cours des fêtes religieuses, on donnait des pièces. Et moi-même, j'étais élève, donc je pourrais en parler longuement de cette activité. Et elle travaillait presque jour et nuit. On apprenait d'abord à lire et à écrire en arabe, c'est très important, mais aussi un peu d'histoire, un peu de l'histoire musulmane, des compagnons du prophète. Donc, c'était le bain linguistique et le bain spirituel, etc. Les médersas existaient à travers tout le territoire national. Je peux vous donner le chiffre quand même. À un certain moment, elles étaient au nombre de 400. À côté, il y avait 200 cercles culturels de l'association des oulémas. Ça faisait 600. C'est peu par rapport à l'étendue du territoire national. Mais quand même, il y avait une certaine élite qui se formait dans ces écoles.
Devant le succès des médersas et des cercles culturels, qui échappent à son contrôle, l'administration française décide de créer les lycées d'enseignement franco-musulmans à Alger, Tlemcen et Constantine. Beaucoup d'élèves de l'association des oulémas rejoindront les lycées d'enseignement franco-musulmans et comme pour marquer cette filiation, jusqu'à aujourd'hui, tous se désignent sous le vocable de médersien. Il y a un décalage entre l'appellation franco-musulman qui pouvait paraître aux yeux des Algériens comme étant péjorative, franco-musulman. Parce que peut-être que dans l'esprit de l'administration coloniale, on allait former des élites uniquement pour pouvoir après les utiliser à des fins, aux besoins de l'administration coloniale. Alors que le programme qui était enseigné, et là on va retrouver un peu l'héritage des oulémas, qui était un programme tout à fait différent, puisque nous avons un programme qui est connoté. C'est-à-dire l'accent a été mis sur l'identité, sur la langue, sur l'appartenance à une ère culturelle différente de l'ère culturelle à laquelle on voulait nous assimiler. Il y a un phénomène, disons, d'osmose entre la médersa de Ben Badis et les franco-musulmans. Tous les gens qui avaient fait cette médersa voulaient aller au franco-musulman parce qu'il y avait la langue arabe. Parce qu'on avait, en plus de l'enseignement qui était dispensé au lycée d'Omal, qui était lycée français entièrement francisé, les mêmes matières, les mêmes professeurs enseignaient dans les deux lycées. Si nous étions chez nous, chacun dans son petit coin, après, dans les lycées franco-musulmans, on s'est rencontrés des jeunes venus de familles nationalistes de différentes régions du pays. Et là, il y a eu cette coordination. Il y a eu cette symbiose qui s'est faite. Les élèves venant de divers horizons, de familles nationalistes, on est vite devenus des amis. Et la vie qui nous rassemblait dans ces lycées franco-musulmans était une vie que, franchement, nous ne pouvons trouver aujourd'hui dans n'importe quelle autre institution éducative. On était en majorité interne. Les filles qui faisaient franco-musulmans étaient, je crois, quasiment toutes internes. Vous savez, on était dans une conjoncture un peu spéciale. C'était la Révolution. Et tout ça faisait que on était liés. Quand je rencontre maintenant, quand je présente une de mes camarades de lycée, je dis pas ma camarade, je dis ma sœur. Et quand je me retrouve avec les garçons, c'est mes frères. Ça peut pas être autrement. Et tout cela, ça formait une grande famille. Et une des particularités aussi, c'est cette grande famille qui a donné cette valeur. Et le médersien, on le reconnaît à travers son comportement, parce qu'il maîtrise les deux langues, il n'a aucun complexe, parce qu'il peut très bien parler dans la langue de Voltaire et dans la langue de Moutanabbi, sans transition, il est à l'aise dans les deux mondes. C'est tout un état d'esprit, c'est une formation, c'est un système socio-éducatif qui a donné des résultats extraordinaires pour le pays. Maintenant, on essaye de rattraper le temps perdu, on revient un peu au système, mais c'est un peu trop tard. Mais est-ce que vous savez que ce lycée, c'était le lycée franco-musulman? Le lycée. Est-ce que vous le savez? En quelle année il a été inauguré? Eh ben, le savent pas. Le savent pas. 54. Au temps de la colonisation, sous l'administration coloniale, ici même, nous avons étudié en langue arabe. On avait la philosophie en arabe et la philosophie en français. On était bilingues. C'est pour ça qu'on a maintenant la force de regarder des deux côtés. On est algérien, géographe, on est aussi citoyen du monde. Moi, j'ai fait l'école libre au départ, mais c'était une passerelle pour passer au bilinguisme, parce que mes parents savaient que l'enseignement de langue arabe qui était dispensé était pratiquement identique à celui de Jamiat al-Ulama. Mais comme eux n'avaient pas la chance de passer par Jamiat al-Ulama à l'époque, ils avaient suivi un enseignement français essentiellement. Ils voulaient que leurs enfants soient meilleurs qu'eux et donc le bilinguisme. Bon, moi je suis l'un des derniers. Je suis rentré en 60 au lycée franco-musulman. Donc j'ai eu mon bac en 68 et nous pensions que l'enseignement généralisé à toute l'Algérie, malheureusement, ça a été arrêté. Le colonisateur ne s'est pas rendu compte qu'il a donné à l'Algérie, finalement, une élite
Au lendemain de l'indépendance, ils ont tous occupé des postes ministériels, d'ambassadeurs, de cadres supérieurs de la nation. En effet, c'est l'Algérie indépendante qui va bénéficier de cette élite. Beaucoup de cadres et de grands commis de l'État sont d'anciens élèves des médersas libres et des lycées d'enseignement franco-musulmans. Ils sont nombreux à s'être engagés dans la lutte pour l'indépendance. En témoigne cette plaque commémorative où figure le nom des anciens élèves morts pendant la guerre de libération, dont Amara Rachid, qui a donné son nom à ce lycée. Même si les avis sont parfois partagés à ce sujet, les liens entre l'association et les partis nationalistes sont aujourd'hui reconnus. Il est indéniable que les oulémas ont contribué à la lutte pour l'indépendance et c'est dans les médersas que prennent racine les fondements de la future lutte nationale. C'est sur les bancs de ces écoles que se forment les futurs nationalistes, qui s'engageront pendant la guerre pour l'indépendance. Je crois que Ben Badis et Ebrahimi ont été imbus, ont été imprégnés, ont été nourris de l'enseignement d'Ibn Khaldoun. Donc ils savaient pertinemment que les empires sont mortels et que l'empire colonial français ne fera pas exception. Donc ils ont préparé cette jeunesse algérienne. Et il n'est pas étonnant que beaucoup d'officiers de l'armée de libération nationale sont d'anciens élèves de Mahed Ben Badis. J'ai entendu personnellement des combattants de l'armée de libération nationale déclarer qu'ils ont appris le nationalisme dans les écoles de Jamiat al-Ulama. Avec le cinquantenaire de l'indépendance, les archives commencent à mieux nous renseigner, notamment sur l'existence d'un texte qui atteste des liens entre l'association des oulémas musulmans algériens, alors présidée par le cheikh Bachir al-Ibrahimi, et les politiques. Le 15 novembre 1954, al-Ibrahimi et l'imam Foudil al-Wartilani ont adressé à partir du Caire un appel à la lutte pour libérer l'Algérie. Le 17 février 1955, les oulémas ont signé la Convention pour la libération nationale. Ils considéraient que toutes les organisations et les partis de l'Algérie se devaient de constituer un front commun de lutte pour l'indépendance. Le cheikh Al-Abbas est passé en septembre 1955 à Paris, où il a rencontré les responsables de l'UGMA, à commencer par leur président Ahmed al-Ibrahimi qui venait de se faire élire, et les responsables des Nadi. Et à son retour, en décembre, il leur a dit, le cheikh Bachir soutient le FLN. Tous les historiens considéraient que la Fédération de France était dominée de manière, avec une majorité écrasante par le MNA. Cette adhésion des ulama au FLN a commencé à modifier le rapport de force. Et donc on a, si vous voulez, une activité purement culturelle, religieuse, éducative, mais qui donnait une conscience communautaire. Et quand les événements se sont aggravés, cette conscience communautaire est devenue une conscience nationale. Après l'indépendance en 1962, les dirigeants du pays opteront pour le système du parti unique. Les structures associatives et les organisations indépendantes sont intégrées dans le giron du FLN où cessent leurs activités. L'association des oulémas n'échappe pas à la règle. Ce n'est qu'au début des années 1990, après l'avènement du pluralisme politique en Algérie, qu'elle est réactivée par d'anciens dirigeants et sympathisants. Pour revenir à la question du legs des islamistes, il faut probablement dater la réémergence des islamistes de la prise du pouvoir par le colonel Boumediene, donc juin 65. Parce qu'antérieurement à cette période, c'est sous la présidence de Ahmed Ben Bella, l'islam de référence n'était pas celui de l'islam, c'était celui de Omar ibn Khattab. C'était lui la référence citée de manière récurrente par Ben Bella.
Et plus que cela, la dernière figure tutélaire de l'Islah, Béchir Brahimi, était plus ou moins assigné à résidence, et en tout cas, il était dans une opposition, et elle était passive au régime qui se réclamait du socialisme. Et la première grande manifestation, sans doute, de cette réprobation de l'orientation du régime, ça a été précisément en 1965, lors du cortège funèbre de Béchir Brahimi, dernier président de l'Association des Oulémas musulmans. Mais après, on va revenir en force, ce que j'appelle moi les épigones de l'Islah. Donc ce sont les héritiers directs. Il y a toute une série d'acteurs qui vont être associés directement à l'exercice de la gestion des affaires publiques dans des secteurs de souveraineté, bon, l'éducation, l'information, la culture. Et tout s'est passé comme si ce secteur-là de ce qu'on appelait à l'époque, on était encore à l'université, des appareils idéologiques d'État, a été quasiment assigné par le régime de Boumediene aux néo-islahistes. Du coup, on va retrouver une traçabilité islahiste, d'abord dans les manuels scolaires. La figure de Ben Badis est la plus citée et la plus montrée de l'entrée en classe primaire jusqu'à la terminale. Le nom de Ben Badis est 6 ou 7 fois plus cité que l'ensemble des acteurs du mouvement national. Il y a une idéologie néo-islahiste, patrimoniale, arabo-musulmane, qui maille le discours institutionnel pendant au moins 10-15 ans. Donc ce sont des legs forts qui impactent le fonctionnement des institutions de l'État, qui impactent l'opinion, qui impactent aussi donc, la vie de la société. Le marqueur islahiste, on va le retrouver aussi dans l'institution du Youm al-Ilm, le 16 avril, qui correspond à la date du décès de Cheikh Ben Badis, le 16 avril 1940. Le 16 avril de chaque année, on célèbre cette date comme étant la journée de la science. La journée de la science, c'est par rapport aux ulama, et c'est tout le mois d'avril, on consacre ce mois à l'histoire de l'association des ulama, à Cheikh Badis, Cheikh al-Brahimi, etc., pour faire connaître à la jeunesse la valeur de Cheikh Ben Badis, Cheikh Béchir Brahimi, Cheikh al-Abd Bessi, qui est le savant martyr. C'est cette date historique qui donne à l'Algérie sa véritable dimension arabo-islamique. On a trouvé que les jeunes actuellement se sont trouvés désorientés. Les jeunes viennent vers l'association. Ils cherchent même des choses qu'ils n'ont pas trouvées ailleurs. C'est comme ça qu'on a trouvé que l'association, maintenant je ne dirais pas qu'elle est indispensable, mais elle a un rôle à jouer dans la société algérienne. Non seulement en Algérie, mais dans tout le monde musulman. L'université Émir Abdelkader, créée après l'indépendance et qui a ouvert ses portes le 14 octobre 1984, avait pour but la réalisation des objectifs de l'Association des oulémas musulmans et l'accomplissement du rêve de Ben Badis de fonder une université qui dispense des études islamiques. À l'instar de la Zitouna en Tunisie, d'Al-Qarawiyyin au Maroc, d'Al-Azhar en Égypte ou de la mosquée des Omeyyades en Syrie. L'université Émir Abdelkader est vraiment une réponse au rêve de Ben Badis et de l'Association des oulémas pour un enseignement des sciences de l'islam basé sur des méthodes et des analyses modernes. L'objectif est aussi de permettre l'émergence d'une génération versée dans le patrimoine islamique et les sciences modernes. L'héritage de Ben Badis a porté ses fruits dans plusieurs domaines, social ou religieux par exemple. Ben Badis a réformé la conception de la religion et l'a orientée vers la vraie spiritualité. Il a défini le sens de la coexistence entre les nations et les cultures. C'est pour cette raison que beaucoup d'orientalistes et de chercheurs considèrent Ben Badis comme un symbole d'humanisme, avant de voir en lui un symbole du religieux. Il appelait à l'édification d'une humanité meilleure,
et à l'entente avec les autres peuples. Sans oublier bien sûr la cause nationale, qui compte comme la chose la plus importante dans sa vie, et aux yeux de l'association. Ce que nous avons appris du courant réformiste algérien, c'est la nécessité de s'appuyer sur les vrais piliers, qui sont le Saint-Coran, mais aussi la liberté, le savoir et la science. Ces piliers sur lesquels nous pouvons reconstruire un esprit de réforme. Je souhaite aujourd'hui que les Algériens se développent, certainement. Pour mon grand-père, ça aurait été la meilleure gratification. D'ailleurs, tout son parcours, il a été fait dans ce sens-là. Je crois que le meilleur cadeau qu'il peut avoir, c'est certainement le développement de l'Algérie. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si la mouvance qui voulait le changement avait pris exemple sur Ben Badis, sur son comportement et sur les préceptes auxquels il l'appelait, l'Algérie ne serait pas arrivée là où elle est arrivée. Parce que Ben Badis prônait pour sa part la modération, la fraternité, la solidarité et le refus de la violence. Il y a une manière de préserver la mémoire de Ben Badis, c'est d'étudier son patrimoine, le collecter et le conserver en l'éditant. C'est la meilleure méthode susceptible de perpétuer son héritage, à savoir, encore une fois, l'enseignement, l'impression et la diffusion de ses idées. Nous restons fidèles aux principes déjà posés par nos prédécesseurs. Aujourd'hui, nous ne faisons que consolider ces principes en les adaptant avec la réalité nouvelle. Évidemment, nous sommes aujourd'hui pour un islam qui, tout en reflétant notre authenticité, tout en reflétant notre identité, ne doit pas nous faire perdre que nous appartenons à un monde, à une modernité, à une science et une technologie dont il faut s'y adapter dans la mesure de garder un petit peu ce qui appartient à notre culture et à notre civilisation et partager avec les autres tout ce qui peut être utile à l'humanité et à notre civilisation. Lorsque nous parlons de la pérennité de l'héritage de l'association de Ben Badis et d'Al-Ibrahimi, il faut toujours prendre en considération les constantes sur lesquelles nous devons nous appuyer et les évolutions dont nous devons tenir compte, en vertu de la méthode instituée par Ben Badis lui-même. Les situations et les événements nous obligent à nous adapter, mais ils ne nous ébranlent pas. Autrement dit, nous nous renouvelons, mais nous ne nous renions pas. Plus de 80 ans après sa naissance, l'association des oulémas musulmans algériens s'efforce de renouer avec le rayonnement culturel et spirituel de ses fondateurs, un héritage qui appartient à tous les Algériens.